Sud Radio dans tous ses états. David Bowie, Space Oddity, c'était d'ailleurs la chanson qui passait lors des missions Apollo à la télé américaine. Ariane 6 a fait son vol inaugural hier depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française. Depuis la fin d'Ariane 2005, il y a un an, en juillet 2023, l'Europe n'avait plus les moyens d'accéder à l'espace de façon indépendante. Nous sommes en compagnie de Benjamin Péter, chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Benjamin Péter, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors comment s'est passé ce lancement ? Ça s'est bien passé. Très honnêtement, hier soir, il fallait être devant son écran à suivre effectivement le lancement d'Ariane 6 pour avoir des bonnes nouvelles, plus que de regarder l'Euro. Oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et c'est effectivement le retour de l'Europe dans l'espace. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Comme vous le disiez, il y avait besoin d'avoir un lanceur lourd. Depuis un an, on n'avait plus de lanceurs européens qui nous permettent d'accéder à l'espace pour des gros satellites. Ariane 5 était arrivé en fin de carrière et Ariane 6 tardait à arriver. Donc là, ça y est, c'est une bonne nouvelle. On a de nouveau un lanceur disponible qui va pouvoir nous permettre de faire de nouvelles missions, d'envoyer des nouveaux satellites et de gagner en souveraineté. C'est vraiment ça tout l'intérêt effectivement d'Ariane 6, c'est de retrouver cette souveraineté et de plus passer forcément par SpaceX comme ça a été le cas pour certaines missions européennes récemment. Benjamin Péter, vous avez parlé d'un souvenir douloureux, le France-Espagne de football. Il y avait 4000 personnes hier à la Cité de l'Espace de Toulouse pour assister au décollage d'Ariane 5 depuis Kourou. Exactement, on était 4000 devant un écran géant avec donc on a expliqué, on a partagé avec des médiateurs qui ont raconté un petit peu ce qui se passait minute par minute, comprendre que il y a un moment où les boosters se séparent, un moment où la coiffe s'ouvre, et puis on était avec des gens du CNES, avec des gens de l'ESA, des gens qui travaillent sur Ariane 6 depuis Toulouse ou depuis Paris. Voilà, on était en contact aussi avec le centre spatial de Guyane pour essayer de comprendre effectivement comment se passe ce lancement. Et ouais, les gens ont vraiment partagé ce moment avec nous. On a communié presque dans ce moment-là où Ariane a décollé. On a vu les gens applaudir, crier à chaque moment, à chaque étape. Et on a vu vraiment des familles, on a vu des passionnés du spatial comme des gens qui simplement voulaient vivre ce moment ici à la Cité de l'Espace. Benjamin Péter, qu'est-ce qui différencie Ariane 6 d'Ariane 5 ? Alors la première chose, c'est que Ariane 6 est beaucoup plus flexible, beaucoup plus modulable à plusieurs égards. C'est-à-dire que si vous prenez une Ariane 6 avec ses 4 boosters, sa plus grosse configuration, c'est pas celle qui a volé hier, c'est l'équivalent à peu près d'Ariane 5 en puissance. Mais en fait, finalement, on peut lui retirer 2 de ses boosters. Et c'est la version 62, justement, qui a volé hier. C'est la version 62 et 64. Voilà, il y a la version 62 et la version 64. Donc 62, que 2 boosters, 64, 4 boosters. C'est ça. Avec seulement 2 boosters, vous êtes beaucoup plus adapté au marché actuel. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus dans ce qui se fait aujourd'hui avec des lanceurs comme Falcon 9 de SpaceX, et donc beaucoup plus dans le marché actuel du spatial. Et c'est ça aussi l'enjeu. Il y a par exemple la coiffe aussi qui est beaucoup plus modulable pour accueillir des charges utiles de différentes tailles. Donc, et puis après, la principale innovation, elle réside dans son prix. Elle fait elle coûte 2 fois moins cher parce que l'ensemble de l'industrialisation a été rationalisé. On récupère par exemple les boosters, c'est des morceaux d'un autre lanceur qui s'appelle Vega. On récupère ces morceaux-là pour faire les boosters. On rationalise complètement l'industrie. On l'assemble à l'horizontale. Et ça, c'est quelque chose qui permet de faire des économies aussi en termes de levée. Donc, on a complètement repensé la façon dont on construit Ariane 6 pour qu'elle coûte beaucoup moins cher et qu'elle soit beaucoup plus adaptée au marché actuel. Vous parlez des récupérations. Est-ce que Ariane 6 c'est pas devenu un peu l'économie circulaire du spatial, Benjamin Péter ? Alors, quand je dis récupération, attention, on n'est pas encore dans la réutilisabilité. Oui, absolument. On n'est pas du tout. Voilà, on n'est pas du tout en train de faire ce que fait SpaceX aujourd'hui, et d'ailleurs, quand Ariane 6 a été choisi en 2014, personne n'imaginait dans le monde du spatial qu'on puisse avoir des lanceurs réutilisables comme le fait aujourd'hui SpaceX. Et SpaceX d'ailleurs a certains de ses boosters qui ont été qui ont volé jusqu'à 20 fois, ce qui était inimaginable à l'époque. Mais effectivement, il y a, comme je vous disais, une rationalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, ce premier étage qui est fait par
l'italien Avio, qui sert pour les fusées Vega C, le plus petit modèle de lanceur européen. Voilà, il va servir pour ces boosters-là. On va aussi réfléchir les choses différemment au moment des tests, c'est-à-dire que les tests vont se faire au Muro pour une partie voilà, la partie inférieure du corps central, ou à Brême pour la partie supérieure, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de les faire à Kourou. Et là aussi, on fait des économies. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus adapté au marché actuel. C'est vrai que Ariane 5 a une carrière formidable pendant 30 ans, était très adapté à ce qui se faisait. Le marché du spatial aujourd'hui va très très vite. Voilà, SpaceX a lancé 96 lanceurs, 96 fusées l'an dernier, c'est colossal. C'est vrai qu'à terme, Ariane 6 aujourd'hui espère en lancer 12 par an. Donc on est dans un différentiel qui est effectivement marqué, quoi. Alors qu'eux, ils sont à 2 par semaine finalement. Alors justement, le lancement a eu lieu avec 4 ans après la date prévue. Comment expliquer ce retard, Benjamin ? Alors il y a plusieurs retards effectivement qui se sont accumulés. Alors d'abord il y a eu le Covid. Très clairement, ça a été quelque chose qui a vraiment voilà, paralysé toute la chaîne de production. Au niveau du CSG aussi, il y a eu des soucis. C'est vrai que la guerre en Ukraine aussi CSG, c'est le centre spatial de Guyane. Pardon, oui. C'est pas la cotisation sociale généralisée. Oui, rien à voir avec un ajouté. Effectivement, c'est le centre spatial guyanais, donc c'est de là que sont lancés les lanceurs européens. C'est là aussi qu'était lancée jusqu'à la guerre en Ukraine la fusée Proton. La fusée Proton, c'est une fusée russe qui est lancée par les Russes. Et du coup, depuis la guerre en Ukraine, plus aucune fusée Proton ne partait de là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont dû être repensées au niveau de la stratégie du centre spatial de Guyane et au niveau de toute l'architecture d'Ariane. Et puis après, il y a eu quelques soucis techniques aussi, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, il y a eu des problèmes au niveau hydraulique. Comme tout développement d'un nouveau lanceur, forcément, il y a eu des retards au niveau des tests. Et c'est vrai que voilà, il y a eu 4 ans de retard au final pour développer ce nouveau lanceur. Maintenant, est-ce qu'il est adapté à ce qui se fait aujourd'hui ? Oui, il a des avantages indéniables, c'est-à-dire qu'il va servir pour cette souveraineté-là. On sait que, par exemple, le prochain lancement, ça va être un lancement d'un satellite militaire d'observation de la Terre qui va servir pour la France. Ça, ce sera d'ici la fin de l'année. Mais il y a aussi des entreprises privées qui s'intéressent à Ariane 6, par exemple, pour développer sa constellation d'Amazon, la constellation Kuiper, qui doit venir concurrencer Starlink de SpaceX. On doute bien que Jeff Bezos n'allait pas choisir son concurrent direct SpaceX et il s'est tourné du coup vers Ariane 6. Il y a 18 lancements qui sont prévus pour lancer cette constellation de satellites Kuiper. Alors, quel était l'enjeu du lancement d'hier ? On va faire abstraction parce que les 4 ans de retard, c'était beaucoup. Il y a 1 heure de retard sur le lancement aussi. Tiens, pourquoi ? Les 2 questions à la fois. Alors, l'heure de retard, effectivement, qui a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu des petits problèmes au niveau des logiciels, des systèmes d'acquisition de données, en fait, c'est ça. Donc ils ont repéré un petit problème. Ils l'ont rapidement corrigé. Et donc, voilà, ça a forcément eu un petit délai. Mais quelque part, la séquence de lancement a été étonnamment bien respectée. Et ça, c'était voilà, d'ailleurs tous les responsables du CNES, de l'ESA, d'Ariane Group, d'Ariane Espace l'ont souligné. Ils étaient étonnés. Certains ont dit que ça se passait même mieux qu'un lancement d'Ariane 5. Donc c'est vrai que les retards ont été minimes par rapport à ce qu'on aurait pu attendre pour un premier lancement. Donc voilà, une petite heure de retard. Et puis après, ça a décollé exactement comme prévu. Les boosters se sont séparés comme il fallait. La coiffe aussi. Donc tout ça s'est passé comme c'était prévu. On a relâché les petits satellites, les CubeSats. Donc ça, c'était l'essentiel de la mission. L'objectif principal, c'était ça, relâcher ces petits CubeSats qui étaient la charge utile, l'essentiel de la charge utile. Et puis, l'autre innovation très importante dont on n'a pas encore parlé par rapport à Ariane 6, c'est son moteur de l'étage supérieur, le moteur réallumable, effectivement. Le moteur Vinci. Exactement. Donc ce moteur Vinci, il va pouvoir se réallumer jusqu'à 4 fois. Et là, il s'est réallumé effectivement une nouvelle fois. Ça montre que le système marche et qu'on va pouvoir atteindre finalement des orbites un peu différentes. C'est-à-dire que si on envoie 2 satellites qui sont d'entreprises différentes, qui font un peu de covoiturage et qui vont se partager quelque part le coût du lancement, ils vont pouvoir se mettre d'accord pour dire voilà, toi tu vas aller sur telle orbite, toi tu vas aller sur telle autre. On se met d'accord et grâce à ce moteur réallumable, on va pouvoir aller chacun au bon endroit.
Si vous faites du covoiturage, le nom est tout trouvé, c'est Blablarian a priori, hein, ça devrait pouvoir se faire. Alors, la fin de la mission ne s'est pas tout à fait passée comme prévu a priori. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir d'1h05, on arrivait à ce moment où on a libéré, comme je vous disais, les nanosatellites. Donc ça, c'était vraiment la réussite de la mission. Tout ce qui était après, c'est ce que les responsables d'Ariane appelaient une période de démonstration technologique. Le but, c'était de tester des propulseurs, c'est un peu technique, mais c'est des propulseurs d'attitude, si vous voulez. Ça s'appelle l'APU, et c'est ce qui permet un peu d'être encore plus précis justement pour atteindre certaines orbites, et justement avec des petits propulseurs, d'aller un peu à gauche, un peu à droite, etc., pour arriver au bon endroit. Cette APU ne s'est pas rallumée comme prévu. Et du coup, tout le reste de la mission, qui consistait notamment à se tourner vers la Terre et à faire en sorte que l'étage supérieur aille brûler dans l'atmosphère, et libère des petites capsules qui étaient de démonstration, ça n'a pas pu se faire normalement. Donc ce que nous expliquent les responsables d'Ariane Group, c'est qu'ils vont maintenant recueillir les données, essayer de comprendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment tout ce qui est avant qui comptait. C'est-à-dire que pour avoir les mêmes capacités qu'Ariane 5, c'est vraiment cette première heure qui était le plus important. Et ça va pas du tout, les problèmes qu'il y a eu après ne vont pas du tout compromettre les futurs lancements. C'est vraiment ce qui est à retenir, c'est que il y aura un lancement d'ici la fin de l'année et probablement un après au printemps 2025. Alors, on a parlé brièvement du moteur rallumable Vinci. En quoi est-il révolutionnaire ? Je vous disais, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il va pouvoir se rallumer plusieurs fois. Jusqu'à 4 fois, c'est ça ? C'est ça, jusqu'à 4 fois, c'est-à-dire jusqu'à présent, vous allez, une fois que l'étage supérieur se séparait de l'étage inférieur, le moteur s'allumait et puis il brûlait en continu donc il atteignait une orbite précise et c'était tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'ajuster. Là, on va pouvoir ajuster, on va pouvoir être beaucoup plus adapté là encore au marché actuel parce que, comme je vous disais, il y a peut-être certains opérateurs qui auront besoin d'aller sur une orbite et certains sur une autre. Alors, l'Europe peut-elle encore concurrencer les Américains en général et SpaceX en particulier ? Alors là, c'est effectivement tout l'enjeu, c'est-à-dire que là maintenant, c'est la suite d'Ariane. D'ailleurs, il y a des projets de recherche et développement qui s'appellent Ariane Next pour essayer de justement penser à l'après-Ariane. Probablement qu'Ariane 6 n'aura pas la durée de vie qu'a connue Ariane 5. 30 ans, c'était considérable. Oui. Les choses évoluent beaucoup plus vite. Et 30 ans avec un taux de succès énorme. Avec un taux de succès considérable, c'est-à-dire avec une précision. Il faut se rappeler par exemple ce qui s'est passé au moment du lancement du télescope James Webb. Le lancement, la précision qu'a réussi à atteindre Ariane 5 à ce moment-là a permis au télescope James Webb de gagner 10 ans de vie, puisqu'il n'a pas eu besoin d'utiliser son carburant à lui pour atteindre le bon point de Lagrange, qui était son point de destination finale. Donc, Ariane 5 a joué un rôle incroyable dans le spatial. Et c'est vrai qu'Ariane 6 prend le relais. Maintenant, il va falloir effectivement, peut-être cet enjeu de la réutilisabilité, ça va être un champ très important. On sait que Ariane n'a pas fait ce choix-là parce qu'à l'époque, en 2014, quand on a pensé l'architecture d'Ariane 6, c'était pas du tout dans les esprits. Personne n'imaginait qu'on puisse faire un lanceur réutilisable. Elon Musk nous a fait tous mentir et on a tous compris que c'était possible de le faire. Maintenant, si on avait misé pour le réutilisable tout de suite pour Ariane 6, probablement qu'il aurait fallu encore attendre beaucoup plus longtemps et que l'Europe aurait été privée d'un lanceur pendant encore de nombreuses années. Donc, ils ont fait le choix de ce lanceur-ci, qui n'est pas réutilisable aujourd'hui, qui le sera peut-être demain avec des innovations. Et pour ça, il faudra que les partenaires européens se mettent d'accord. Et c'est peut-être ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde soit d'accord pour réinvestir, continuer à développer, à innover, pour que demain, Ariane 6 soit encore plus adapté et peut-être vraiment beaucoup plus dans la concurrence avec des Américains, avec SpaceX et avec les Chinois aussi, qui lancent quand même, l'année dernière, ils ont lancé près de 70 fusées dans l'espace. Oui. Quel est le rôle de la France dans Ariane 6, outre évidemment le fait d'avoir la base de lancement en Guyane ? Alors effectivement, déjà, comme vous le disiez, il y a le centre spatial guyanais et puis c'est de là que tout part. Il y a le CNES aussi, effectivement qui a pensé par exemple une bonne partie de ce qu'est la structure de lancement, qui a le pas de tir, la base au sol, etc. Donc ça a été réfléchi effectivement au CNES à Toulouse notamment. Et puis on construit, comme je vous disais, la partie inférieure d'Ariane 6. Donc toute en fait, ce qui s'allume au tout début, le moteur Vulcain et tout le corps principal, la base du corps principal, ça c'est créé en France, au Mureau.
c'est conçu en France et ensuite c'est par bateau avec le fameux bateau Canopée qui est en partie propulsé par des voiles. C'est d'ailleurs assez étonnant comme bateau. Il se rend, ce corps central, il va pouvoir se rendre comme ça en Guyane. Mais c'est vrai que la France représente 55% d'Ariane, c'est-à-dire que c'est dans une fusée Ariane, il y a 55% de Français en termes d'investissement. Et donc c'est une grande partie de notre part dans la contribution européenne à l'Agence spatiale européenne. On peut dire, vous parliez de souveraineté spatiale, que la France est quand même encore un grand pays en termes de technologie aéronautique et spatiale. Alors, vous êtes à la Cité de l'Espace, mais ceux qui connaissent bien Toulouse savent que d'un côté de la ville, il y a le spatial et de l'autre côté, il y a l'aéronautique avec Airbus et ATR. Bien sûr, et souvent, ils travaillent ensemble. Je pense à la TECOR aussi. Je pense, il y a effectivement tous les sous-traitants, Vapadouzeté, Daer, etc. Évidemment. Mais effectivement, il y a une économie du spatial et de l'aéronautique ici qui est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que la Cité de l'Espace se trouve ici, à Toulouse, parce qu'il y a cet environnement, cet écosystème vraiment autour du spatial. Et oui, c'est vrai qu'on le voit tous les jours. Et d'ailleurs, ça joue aussi dans l'engouement de ce qu'on a connu hier soir, dans la façon dont les gens s'intéressent au spatial, dont ils viennent nous voir. Les écoles aussi, tout au long de l'année, viennent nous voir, parce que le spatial, ça fait rêver aussi, et que ça donne envie, ça peut créer des vocations aussi pour les plus jeunes. Donc, ça fait partie des choses qu'on explique aussi ici à la Cité de l'Espace. On a parlé des Américains. La Russie, la Chine, c'est des concurrents sérieux pour Ariane 6 ? Alors, la Chine, c'est un concurrent sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la Chine développe beaucoup de lanceurs, compte développer des lanceurs encore plus lourds pour aller encore plus loin. Mais l'objectif de la Chine, c'est d'aller sur la Lune et même d'aller sur Mars. Ils ont un calendrier très précis. Et là, ils font plus la course avec les Américains. Et c'est d'ailleurs ce qui relance aujourd'hui toute la course à la Lune. Tout le programme Artemis, qui a été d'ailleurs lancé par Donald Trump, au départ, c'est parce que les Américains voyaient bien sur la Lune. que la Chine avait l'intention de marcher sur la Lune et que leur programme, ils le déroulent et ça se passe bien pour l'instant. Donc le programme Artemis, essaye de concurrencer ça. Maintenant, est-ce que les Chinois sont des concurrents d'Ariane 6 ? Pas forcément, parce que quelque part, il y a des lois américaines qui font que beaucoup de composants qui sont créés aux États-Unis ne peuvent pas partir avec des lanceurs chinois. Et puis après, il y a les lanceurs russes. Aujourd'hui, les lanceurs russes, ils permettent surtout d'accéder encore à l'ISS. La Russie est une grande nation du spatial parce qu'elle a prouvé dans le passé. Est-ce qu'elle va continuer à être aussi puissante ? C'est peut-être plus compliqué parce que, par exemple, justement, sur le programme lunaire, la Russie est un partenaire de la Chine. C'est pas la Chine qui est un partenaire de la Russie. C'est un partenaire secondaire. C'est la Chine qui part d'abord sur la Lune avec l'aide de la Russie. Mais c'est pas l'inverse. Et ça, c'était inimaginable encore il y a quelques années. Merci Benjamin. Et c'est vrai que... Merci Benjamin Péter, chargé de l'actu spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse. Si vous passez par Toulouse, allez le visiter. Pour les petits et les grands, c'est absolument génial. Dans quelques instants, les perles levées, les bravos. Et bravo pour Ariane 6. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David.